Dans une ville calme du centre de la France, discrètement, un élu prépare son offensive. C'est un député socialiste. Yann Gallut passe ce lundi entre son téléphone et son téléphone. Mais moi, je vais faire une proposition de loi sur la question de l'évasion fiscale. 47 ans depuis peu, élu et avocat, le député spécialiste de l'impôt est en train de recueillir les signatures d'autres députés pour déposer au plus vite un texte contre la fraude fiscale. Tu veux que je l'imprime ? Ouais, est-ce que tu peux l'imprimer ? Il se dépêche. Il veut rendre publiques ses propositions avant celles du gouvernement. Il faut quand vous faites une proposition de loi avoir l'oreille du gouvernement. Eh bien, malheureusement, je dirais, Cahuzac nous a servi ou nous sert dans notre combat. Parce que s'il n'y avait pas eu l'affaire Cahuzac, on aurait présenté notre proposition de loi, mais l'impact public aurait été beaucoup moins important. Le député du Cher compte donc profiter du choc suscité par l'affaire Cahuzac. Un scandale qui secoue la France depuis maintenant 10 jours. Un incroyable mensonge. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Et la lutte contre la fraude fiscale, contre l'évasion, ces sujets-là sont des priorités de l'action que je mène. Puis, des aveux surprises devant les juges et sur un blog. Jérôme Cahuzac, filmé ici par BFM TV, ce sont les seules images de lui depuis ses aveux, a depuis été soupçonné d'avoir en fait caché 15 millions d'euros. Après un week-end de rumeurs et de spéculations autour d'éventuelles nouvelles révélations, la semaine a donc débuté avec une vie publique défigurée. Dès lundi, comme un symbole ou un clin d'œil, les amoureux de la tempête sont à l'Élysée. Quand François Hollande reçoit les navigateurs du Vendée Globe, tout le monde pense à ce président seul à la barre, avec ses 26% seulement d'opinion favorable. Personne n'imagine qu'il parle de bateau à voile. Il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut aussi de la volonté d'aller jusqu'au bout, de passer les caps, de surmonter les épreuves. En parallèle de leurs agendas publics, le président et le Premier ministre, au même moment, travaillent en coulisses pour définir une stratégie de sortie de crise. Quand Jean-Marc Ayrault arrive en Indre-et-Loire pour visiter une usine, C'est la poursuite de mon tour de France, de la croissance de la compétition. ce n'est pas ce qu'il dit que les journalistes veulent entendre. Avant-garde sur le plan de l'innovation technologique. Et Jean-Marc Ayrault lui-même semble avoir la tête ailleurs. L'avenir économique, industriel et donc de l'emploi de notre pays. Des gens qui n'ont pas peur d'innover et d'inventer. Merci. Il n'y a pas que l'affaire Cahuzac. Il donne rendez-vous 2 jours plus tard, jour du Conseil des ministres. L'urgence est à agir. Mercredi prochain, à la demande du président de la République, je présenterai une communication au Conseil des ministres, dont des dispositions seront présentées qui iront très loin, seront très sévères. Alors, dès ce lundi, au même moment, le député du Cher s'apprête à filer à Paris. Si il ne vérifie pas... Il a bouclé sa proposition de loi contre l'évasion et la fraude fiscale. Comme pour être sûr d'être entendu, et peut-être un peu pour se faire connaître, il veut, dès le lendemain, à la première heure, dévoiler son projet sur BFM TV et dans Le Parisien. En voiture, en route vers la capitale, il semble toujours sous le choc du mensonge de Jérôme Cahuzac, un collègue de travail qu'il respectait. Je me suis vraiment senti trahi et abattu, parce que ça a été un vrai coup de massue. Mais moi qui travaillais déjà sur l'exil fiscal, j'étais avec lui quand à un moment donné, il a dit à d'autres députés, je tombe des nues, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Et donc, le choc a été vraiment très dur. Vous savez, j'avais l'impression d'être passé dans une lessiveuse en fait. Et de me dire, mais je vis un cauchemar quoi en fait. Et donc, alors après il y a la réaction de se dire, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Mais on a vraiment, pendant 2-3 jours, on a accusé le coup. On était effondrés.
Il est presque minuit. Pour lui, demain, c'est le grand jour. Il n'est pas encore 7 heures du matin, ce mardi. Ce député, jusqu'ici presque anonyme, vient annoncer, d'abord sur BFM TV, les mesures de sa proposition de loi. D'accord, merci. Il voudrait par exemple donner l'autorisation à la justice d'utiliser des fichiers ou des listes de fraudeurs, même s'ils ont été recueillis de manière clandestine ou illégale. Yann Gallu, député socialiste du Cher, nous a rejoint sur le plateau de Première Édition. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le groupe de travail Exil fiscal à l'Assemblée. Faciliter les enquêtes, durcir les sanctions, c'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, il faut que vous sachiez que nous avons en France une des législations les plus laxistes en termes d'évasion fiscale. Et donc moi, mon objectif avec mes collègues socialistes, c'est de donner les moyens à la justice, à la police, aux douaniers, aux gendarmes de travailler et de sanctionner. En plus, après 3 ministres, il dévoile son patrimoine. Quelques milliers d'euros sur des comptes et un logement en cours de remboursement. La somme qui doit être autour de 400 à 450 000 euros de mon patrimoine, elle ne sera définitive que quand j'aurai fini de payer mes traites, comme tous les Français, dans une dizaine d'années. Les Français veulent savoir quelque part si leurs élus sont dans la moyenne des patrimoines. Moi, je pense qu'il faut le faire, mais ça risque d'avoir un débat. De toute façon, aujourd'hui, au vu du scandale Cahuzac, on n'a pas le choix sur cette question-là. Il ne sait pas encore que cette volonté de transparence annonce un mardi Bon, on a tout. très agité. Direction l'Assemblée. Oui. Au revoir. Au Parlement, le calme règne dans les jardins. Et c'est bien le seul endroit. À l'intérieur, pour Yann Gallu et les députés, jour des questions au gouvernement. Mais surtout, brouhaha. Ambiance délétère, diront certains. La transparence fait du bruit. C'est le grand bavardage sur le grand déballage. Qui révèle son patrimoine? Qui refuse? La transparence, c'est une exigence. La transparence est toujours légitime. Mais, à droite comme à gauche, ceux qui prônent une déclaration publique et systématique s'attirent les critiques. C'est malsain le fait qu'on aille révéler son patrimoine? L'ensemble est malsain. Non, mais quel est votre patrimoine? Vous pourriez me le dire? C'est de la connerie, c'est du nudisme politique. Il faut beaucoup de sang-froid aussi dans cette idée d'augmenter dans la transparence. Parce qu'entre le voyeurisme et la transparence, il y a souvent une ligne qu'il faut faire attention de ne pas franchir. Il ne faut pas aller trop loin parce que ça va créer des jalousies, des suspicions. Si on le fait, je me répète, on va avoir le classement des députés les plus riches. Une déclaration publique non contrôlée ne sert à rien. Mais le vrai problème, c'est quand même Cahuzac. Jérôme Cahuzac, personne ou presque ne sait à ce moment-là qu'il va se manifester à nouveau. Ils ne sont qu'une poignée d'amis, fidèles à rester en contact avec le proscrit. Comme ici Dominique Lefebvre, qui quitte à l'instant l'Assemblée. Député socialiste, Dominique Lefebvre s'est lié d'amitié avec Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac aujourd'hui... Il y a tout juste 25 ans. Est quand même dans la déferlante médiatique, les expressions des uns et des autres, condamnés avant d'avoir été jugés. Depuis le coup de théâtre des aveux, il a régulièrement des nouvelles. Jérôme Cahuzac est torturé parce que vit très très mal cette chasse à l'homme, se sent un homme traqué, en même temps sait qu'il est face à ses responsabilités. Il a 60 ans, sa vie est brisée, toutes ses ambitions sont anéanties. Lui dit même je vis un moment moyenâgeux, vous savez, c'était le moment où quand quelqu'un a fauté, on le brûle sur un bûcher, comme ça évite de parler du reste. Lefebvre et Cahuzac, 2 copains. Ils se sont connus en 1988 au cabinet du ministre de la Santé Claude Évin, compagnon de course à pied et de combat politique. Aujourd'hui, l'ami de Jérôme Cahuzac fait tout pour le convaincre de ne pas revenir à l'Assemblée. Cette démission, et je lui ai expliqué, est incontournable. Le mensonge dans l'hémicycle ne lui permet pas de rester dans ces conditions à l'Assemblée.
Et il le sait, et il a du mal à l'admettre. C'est une question pour lui, je crois, d'aller au bout de l'épreuve de vérité qui est la sienne aujourd'hui. Et vous, vous dites quoi? Vous vous dites que c'est grave? Je connais un Jérôme Cahuzac, je ne connaissais pas le deuxième, et je crois que dans ces conditions, personne ne pouvait connaître le deuxième. Je ne suis pas le seul à le dire. Gilles Carrez a parlé de Dr Jekyll et Mr Hyde. Il doit aujourd'hui choisir lequel des deux il veut être. Quelques dizaines de minutes plus tard, au moment où Dominique Lefebvre arrive dans sa ville, Cergy-Pontoise, la nouvelle tombe. Le bureau national du Parti socialiste vient de se réunir et de décider de l'exclusion de Jérôme Cahuzac. C'est la fin pour l'ex-ministre du Budget. Ça va toi? T'es encore là? De 35 ans de carte au Parti socialiste. On vient d'apprendre l'exclusion du Parti socialiste de Jérôme Cahuzac. C'était une décision attendue, logique. Jérôme s'y attendait. Il a été socialiste, ministre du budget et en même temps dans une situation de fraude fiscale. Et il y a aussi cette question du mensonge. Donc tout ça est effectivement attendu et logique. Allez les amis, on va y aller. Ça va? Mais pour le député, la vie continue. Ce soir, conseil de communauté d'agglomération. Il y a ceux qui font comme si de rien n'était et ceux qui lui parlent de l'affaire. Non, mais Dominique, ce que tu as fait, je pense que c'est bien. C'est l'amitié, ça ne peut pas être que quand c'est bien, quand on a des problèmes. Moi, je trouve que c'est bien. Et l'onde de choc Cahuzac est partout. Le lendemain, Jean-Marc Ayrault avait prévu d'annoncer ses mesures de moralisation à la sortie du Conseil des ministres, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Mercredi, 9h09, le service politique de BFM TV recueille une première information. À 10h54, il la confirme. Ce n'est pas le Premier ministre, mais le président de la République qui s'exprimera à la sortie du Conseil des ministres. Après la réunion avec le gouvernement, une semaine après une première intervention enregistrée sur l'affaire Cahuzac, voilà donc François Hollande contraint de parler à nouveau un mercredi midi, mais cette fois en direct. C'est la première fois depuis son élection. Mesdames, Messieurs, un ton similaire à celui utilisé pendant une guerre, à la fois solennel et personnel. Et croyez bien que j'ai été blessé, heurté, meurtri même, par ce qui s'est produit, qui va contre toutes mes conceptions personnelles, mes exigences politiques. Et François Hollande annonce lui-même les mesures à venir. Parquet financier, nouvelles obligations pour les banques. Toutes les leçons devaient être tirées de l'affaire Cahuzac. Et puis, renforcement des règlements contre les paradis fiscaux. La nécessité d'une lutte implacable contre les dérives de l'argent, de la cupidité et la finance occulte. 24 minutes pour tenter de convaincre que ces annonces tournent une page. Je serai intraitable pour qu'elles soient respectées. Merci. Juste après, sous d'autres dorures de la République, nous avons ici affaire à un scandale sans précédent dans l'histoire de la République. Et sans précédent. Sans précédent. Comme si l'intervention présidentielle avait attisé les passions. Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues. Mesdames, Messieurs les députés, Non, le président de la République m'a demandé de préparer des mesures fortes, claires, un peu de tenue, courageuses, ambitieuses. L'UMP, qui soupçonne Pierre Moscovici d'avoir protégé Jérôme Cahuzac, demande la démission du Premier ministre. Allez. S'il vous plaît. Cela reste exceptionnel. L'Assemblée électrifiée. Hollande a parlé. La droite donne l'assaut. Le président de la République qui n'a toujours pas pris la mesure du scandale d'État. Et tant que la lumière ne sera pas faite là-dessus, c'est-à-dire de quelle manière l'administration fiscale a été instrumentalisée, par qui,
comment on ne passera pas à autre chose. Donc on a un gouvernement qui est un peu débordé, un président qui essaye de montrer qu'il tient encore une barre. Il n'apporte rien de nouveau, il paraphrase des projets de loi qui ne sont pas encore rédigés. Véritablement, on est à côté de la vraie question. Depuis quand le gouvernement savait ce qu'il en était à propos de Jérôme Cahuzac? Alors, face aux attaques, Les annonces de François Hollande vont vraiment dans le bon sens. Yann Galu et ses collègues députés socialistes ont passé leur journée à défendre les annonces du président. Et le député PS, qui avait proposé une série de mesures en début de semaine, Il est arrivé. Et Antoine est là? tout de suite après l'hémicycle, réunit lui son groupe de travail. Bonjour. Ah ben ils sont là. Il continue à préparer sa contribution à la future loi contre la fraude et l'évasion fiscale. Monsieur le député. Comment ça va? Bon. D'accord. Quand vous voyez les déclarations du président de la République, il dit bien dans ses déclarations qu'il va prendre des initiatives européennes. Aujourd'hui, l'évasion fiscale en France, c'est 40 à 80 milliards d'euros. Nous pouvons considérablement réduire cette évasion fiscale. Pour le député et tous ceux qui sont autour de la table, le séisme Cahuzac doit servir de tremplin pour améliorer les outils de lutte antifraude, des textes et des règlements très techniques. Aujourd'hui, Yann Galu a invité un juge d'instruction spécialisé en poste à Créteil, impatient de voir si les annonces présidentielles deviendront bien réelles. Une autre mesure a été annoncée par le président de la République qui consisterait à la création d'un parquet national antifraude et anticorruption. C'est une mesure intéressante qui n'est pas tout à fait dans la tradition française, puisque nous n'avons pas de procureurs nationaux, mais il faut voir après comment les textes seront rédigés. En attendant un renforcement des textes de loi, déjà, la lutte contre l'évasion semble avoir avancé, poussée par la secousse Cahuzac. En Suisse, sur les bords du lac de Genève, même l'avocat helvétique de l'ancien ministre le reconnaît. La livraison par la Suisse d'informations bancaires à la France a pris moins de 3 semaines. En l'occurrence, c'est allé très très vite. Je crois savoir que la justice suisse, la justice genevoise, a reçu la demande d'entraide le 19 mars. Et le 3 avril, cette même justice a obtenu le consentement de la personne visée pour que les documents soient communiqués. La Suisse, royaume autrefois fermé des financiers, lève progressivement son secret bancaire. Et d'autres petits paradis l'imitent. Le week-end dernier, le Luxembourg et l'Autriche ont annoncé qu'ils allaient à leur tour coopérer. Dans les rues de Genève, entre les enseignes bancaires et les voitures de luxe, dans les cabinets d'avocats fiscalistes, on a l'impression de vivre une révolution. Salut, ça va? Pas mal, à Porche-Genève. Ouvrez les yeux, dit celui-ci. L'affaire Cahuzac prouve qu'il n'y a presque plus de secret. Je pense que le secret bancaire, tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire que tel qu'il existe dans la fantasmatique des gens, c'est-à-dire quelque chose d'absolu qu'on ne peut soulever pour rien, le fantasme du compte à numéro dans une ambiance de James Bond mélangée avec OSS 117, on serait plus proche de la version de Dujardin, si vous voulez, aujourd'hui que de celle de James Bond. Ça n'existe plus, ça n'existera pas. Et les banques suisses, de toute façon, ne prennent pas d'argent non déclaré aujourd'hui et clôturent ou clôtureront dans les années à venir ou dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, c'est une question de timing, les gens qui ne se seront pas mis en phase de se régulariser. Donc ça va saigner parce qu'aujourd'hui, le secret bancaire, ça n'existera plus. Enfin, c'est une illusion. En pleine discussion sur la réforme bancaire et judiciaire, Jérôme Cahuzac va tout à coup, d'une certaine manière, réapparaître. BFM TV, 6h, merci d'être avec nous. Sans forcément le vouloir, ce jeudi matin, il réveille la France. Jérôme Cahuzac parle pour la première fois depuis sa démission. Il le fait dans la dépêche du Midi ce matin. Un journaliste de la dépêche du Midi a pu s'entretenir avec l'ancien ministre. En ce moment, en Gironde, ses propos sont dans le journal. Il déménage tous les 2 jours, compte ses amis et n'exclut toujours pas de revenir à l'Assemblée. L'actualité, c'est aussi Paris, le match nul. Dans sa circonscription de banlieue, le député Dominique Lefebvre a lu ce matin-là le verbatim de son ami. Il parle tous les jours ou presque au téléphone à Jérôme Cahuzac. Tout ça fait partie de l'hystérie collective parce que j'ai eu Jérôme Cahuzac tout à l'heure qui me dit ne pas avoir eu ce journaliste, en tout cas pas hier, mais plutôt la semaine dernière. On parle de tout sauf de ses convocations. Je ne parle pas parce que c'est une procédure qui ne regarde que lui et son avocat. On parle de lui, on parle de sa famille, on parle de la situation politique, on parle des conséquences de ses actes. Il va comme quelqu'un
qui a une conscience et qui se pose énormément de questions. Et il se pose énormément de questions, il apportera les réponses et laissons-lui la liberté. Et vous voulez quoi ? Que Jérôme Cahuzac se promène, la corde au cou, expie les fautes aussi pour tout le monde, comme s'il n'y avait pas aujourd'hui à l'Assemblée des députés condamnés pour abus de biens sociaux ou pour détournement de fonds publics et qui siègent sans état d'âme, sans ulcère, et y compris en continuant à dire que condamnés par la justice, ils étaient innocents. Moi j'en connais qui ont moins d'état d'âme parmi mes collègues de l'hémicycle que Jérôme Cahuzac. Alors que l'affaire fait toujours la une, vous allez bien ? Dans les quartiers populaires de Cergy, alors, ça va ? Oui, ça va. Bon, bah ouais. L'affaire reste loin des préoccupations quotidiennes, mais une partie des habitants se dit écœurée. Si je pense que vraiment ce que je dis, c'est pas bon. Parce que de chaque côté, de toute façon, ils sont tous pareils. Et pourquoi vous pensez ça ? Parce que tout le monde le sait. C'est tout. Allez. Cette affaire, ça fait du dégât quand même. Mais attendez, j'ai jamais dit que ça faisait pas du dégât. C'est bien parce que ça fait du dégât que je pense que Jérôme doit démissionner la semaine prochaine. Alors que tout le monde appelle Jérôme Cahuzac à ne pas revenir à l'Assemblée, il reste un endroit en France où le mis en examen le plus célèbre du moment n'est pas un paria. À Villeneuve-sur-Lot, dont il a été maire pendant 11 ans, une partie des 23 000 habitants semble presque lui maintenir leur confiance. Je pense qu'il a fait des belles choses à Villeneuve, donc s'il revient, moi il n'y a pas de souci, il peut revenir. Qu'il reste tranquille, qu'il ne fasse pas de conneries, et revient à Villeneuve, il sera toujours le bienvenu. C'est tout ce qu'on a à dire. Mais s'il y avait des élections demain, vous voteriez pour lui ? Bien sûr. Mais ce ne sera probablement pas si simple. Car pendant ce temps, l'enquête autour du mis en examen Jérôme Cahuzac se poursuit. 600 000 € ou 15 millions ? D'où viendrait l'argent ? Pourquoi ? Comment ? Les juges d'instruction doivent tout vérifier. Dans les locaux du journal en ligne Mediapart, le journaliste d'investigation qui a révélé toute l'affaire, lui, l'assure, Cahuzac ne serait que le début. C'est la course en ce moment ? C'est pire que ça. Et cette fois, tout le monde le croit. On voit, ne serait-ce que pour M. Cahuzac personnellement, quelle a été la complexité des montages offshore qui ont été mis en place, de l'ingénierie financière qui a été mise en place, avec un gestionnaire de fortune en France, rabatteur de fraudeurs fiscaux pour la Suisse, des sociétés écrans en Suisse, une banque, puis deux, puis trois. Et parmi ces comptoirs présumés de l'argent noir, apparaît tout à coup Rail, une société gestionnaire de fortune devenue banque il y a moins de 3 ans. Ce sont les financiers de chez Rail qui prenaient soin de l'argent de Jérôme Cahuzac, qui n'était pas leur seul client. Et on découvre aujourd'hui que Rail et les compagnies, en réalité, ne sont pas une partie de l'affaire Cahuzac, c'est probablement l'inverse. Cahuzac est une partie de l'affaire Rail et compagnie. Et qu'on entend déjà des noms célèbres circuler sur l'évasion fiscale de telle ou telle grande fortune française. Si les juges anticorruption qui ont le dossier Cahuzac décident aujourd'hui de tirer le fil qui commence à dépasser, peut-être que nous sommes réellement devant une immense affaire de fraude fiscale et de corruption. À quelques centaines de kilomètres de là, de l'autre côté des Alpes, un collaborateur extérieur de Rail détiendrait une partie des clés du scandale. Nous l'avons rencontré. Lui ne donne pas son identité. Il était il y a une quinzaine d'années accompagnateur de clients pour la société Rail. En clair, il démarchait des Français pour les convaincre de déposer leur argent chez Rail, une manière pour certains clients d'échapper au fisc. Il était monnaie courante que les contacts se fassent aussi sur le territoire français de façon la plus discrète, la plus déguisée et masquée possible. Eh bien, des chambres d'hôtel où on réservait à la fois une chambre mais aussi un espace bureau de façon à pouvoir accueillir les gens. On voyageait non pas habillé en costume cravate mais en jean et en t-shirt pour avoir une image beaucoup moins banquier. On prenait le train plutôt que l'avion afin de ne pas laisser de traces écrites et nominatives. Et l'ancien intermédiaire affirme que parmi les clients français, Jérôme Cahuzac à l'époque n'était pas le seul. Vous, à titre personnel, vous avez pu voir combien de personnes de la classe politique française ? On parle certainement, en tout cas, de plus d'une douzaine de relations. De la classe politique française ? Absolument.
Qui cherchait quoi chez Reil? Qui cherchait de la discrétion et qui cherchait en tout cas du secret dans la gestion de leur patrimoine personnel. Ces hommes et ces femmes politiques bénéficiaient-ils davantage de par leur statut pour Reil? Pas véritablement davantage, simplement de par le côté sensible de ces relations, il est évident qu'il y avait des précautions encore plus importantes qui étaient prises. La gestion interne de l'information concernant ces clients était encore beaucoup plus prudente, sur la base de noms de code numérotés dans les dossiers, de façon à restreindre le plus possible, notamment en interne, le nombre de gens qui pouvaient avoir connaissance de la présence de ces relations dans les livres de l'établissement. C'est ce genre de témoignages que la justice française cherche à recueillir et à vérifier. Jérôme Cahuzac, lui, devrait être à nouveau entendu par les juges d'instruction prochainement. Peut-être une secousse de plus de l'onde de choc qui ne cesse depuis 2 semaines de se propager.